Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire de présentation et de lancement d'une nouvelle publication de l'AFD dans la collection MacroDev, téléchargeable sur le site afd.fr en français et en anglais. Ce webinaire sera disponible en replay pour lequel vous recevrez une notification. Je suis donc Sylvain Bellefontaine, économiste à l'AFD, et j'officierai comme modérateur durant cette conférence qui est prévue de durer jusqu'à 14h30. Sans plus attendre, je laisse la parole à Thomas Mélonio, directeur exécutif Innovation, Recherche et Savoir, pour une introduction générale sur l'esprit de la publication, suivi par Cécile Valadier, directrice adjointe du département Diagnostic économique et politique publique, qui présentera brièvement le contenu de la revue avant de faire un point sur la conjoncture macroéconomique africaine dans le contexte mondial. Thomas, je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de participer à ce séminaire auquel je vois que vous êtes très nombreux, non seulement en France, mais un peu partout dans le monde. Donc, on se réjouit beaucoup de pouvoir avoir cet échange. Peut-être un mot d'introduction. Évidemment, la pandémie n'est pas terminée. On a forcément en tête la situation sanitaire difficile que traversent beaucoup de pays en développement. Pour autant, la reprise est là dans les économies avancées. L'esprit de ce séminaire et de cette publication, c'est de montrer en quoi cette reprise économique et peut-être sociale dans les économies avancées va avoir des conséquences dans les pays en développement. Car le constat que nous faisons à très court terme, c'est que si la reprise est là dans les économies avancées, ça n'est pas encore le cas dans les pays en développement, à l'exception peut-être de la Chine. En tout cas, la situation est très différente aujourd'hui et entre les économies avancées et les pays en développement. Si la crise financière de 2007-2008 avait conduit à l'inverse à une crise plus forte dans les pays avancés, cette fois-ci, c'est l'inverse et ce sera, je crois, le sujet de nos échanges du jour. Sylvain Bellefontaine l'a dit à l'instant, ce débat est aussi le miroir d'une publication que je vous présente donc dans notre collection MacroDev. Tous ces documents sont en accès libre, public, donc vous pouvez télécharger non seulement cette publication, mais aussi celles qui sortent régulièrement. Il y a quelques mois, nous avions publié un rapport sur la dette en Afrique, mais vous trouverez aussi des analyses sur des pays qui ne font pas nécessairement l'objet de beaucoup d'analyses en français ou en anglais. Évidemment, cette situation dans les pays en développement n'est pas homogène, elle est contrastée. On constate par exemple une reprise des cours des matières premières, ça va favoriser certains pays. À l'inverse, d'autres sont très affectés par les conditions de financement, mais je ne fais que faire monter le suspense avant l'intervention de Cécile Valadier et de tous les collègues de l'équipe économique de l'AFD. Simplement sur la forme, je voulais rappeler le rôle et l'importance que l'AFD accorde à cette mission de service public, d'information. Et j'espère qu'à travers les échanges, à travers nos débats, vous pourrez poser des questions, nous interpeller sur les sujets dont nous traitons aujourd'hui. Mais n'hésitez pas non plus, nous sommes très sensibles à l'avis de lectorat ou des participants à nos séminaires sur la qualité de nos publications, ce que vous aimeriez trouver dans nos collections. En tout cas, je suis très heureux que la participation à ce séminaire soit déjà nombreuse et sans plus tarder, je passe la parole à Cécile Valadier en espérant des échanges qui seront riches et parfois vifs. Voilà, Cécile, je te passe la parole, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a rappelé Thomas, le contexte dans lequel nous sortons cette publication est celui de perspectives de croissance pour les pays en développement émergent qui sont revus à la baisse dans les derniers chiffres du FMI, alors que le rebond des économies avancées s'affermit, lui. Évidemment, cette divergence accrue des trajectoires entre pays en développement et économies avancées s'explique essentiellement par l'accès à la vaccination, et aussi par la capacité des pays émergents en développement à adopter des politiques contracycliques qui viendraient soutenir en fait les économies pendant la crise. Malgré en fait les effets positifs attendus effectivement de la reprise dans les économies avancées, on pourrait s'attendre à ce que la situation positive en Europe, aux États-Unis ait des effets de contagion vers les pays en développement et émergents. Malgré la hausse du cours des matières premières, ce qu'on observe, c'est vraiment un creusement des trajectoires. Et en Afrique subsaharienne en particulier, la reprise économique devrait être 2 fois moins importante que celle des pays en développement dans leur ensemble. Donc on est quand même bien en deçà. Si on se réfère aux derniers chiffres de la CDC Afrique, on a actuellement 7 pays africains qui connaissent une 4e vague de Covid-19.
donc de contamination, alors que la plupart des pays en ont déjà connu 3 depuis le début de la pandémie. Donc ça, c'est sur la situation sanitaire et le fait que l'accès à la vaccination va peser sur leur perspective de croissance. Sur la partie réponse de politique économique, on a des économies avancées qui ont consacré en moyenne plus de 7% de leur PIB à des mesures de relance post-Covid. Côté africain, les États du continent n'ont pu consacrer que 2,6% du PIB à ces efforts de réponse à la crise, donc avec vraiment une divergence des capacités de réponse. Donc la question du financement des économies africaines nous préoccupe particulièrement, d'abord parce qu'on est dans un contexte d'endettement élevé au niveau du continent et j'en profite à cette occasion pour mentionner la publication MacroDev que nous avons sortie en mai cette année sur cette question-là précisément. Et aujourd'hui, en fait, l'angle qu'on a choisi dans cette nouvelle publication, c'est plutôt la question du financement à travers le prisme de la liquidité externe. C'est un sujet qui fait écho à l'actualité internationale et économique, puisque vous avez entendu parler de cette allocation générale des droits de tirage spéciaux du FMI qui a eu lieu en août. Et c'est un sujet assez technique sur lequel on a pensé qu'il était utile d'apporter un éclairage qu'on espère le plus pédagogique possible, bien sûr. Au-delà de cette question-là qui sera traitée dans la présentation, on a décidé aussi de couvrir dans cette publication un certain nombre de pays qui ont été choisis parce qu'ils sont soit peu connus, soit rarement en tout cas couverts dans les publications économiques existantes. Donc c'est d'abord dans un souci de complémentarité avec ce qui peut exister par ailleurs en termes d'analyse économique, et c'est aussi un souci de diffuser et d'avoir une meilleure connaissance factuelle de ces pays en développement et de leurs économies. Donc on en a sélectionné 3 pour le webinaire, mais je vous invite vraiment à lire les autres focus pays de la publication qui sont tous intéressants. Et du coup, je repasse maintenant la parole à Sylvain qui va modérer toutes les présentations. Merci. Merci Thomas, merci Cécile. Maintenant que le cadre est posé, nous vous proposons une session en 2 actes. Dans un premier temps, Megan Pellock abordera la problématique des besoins de financement externe du continent africain et de leur couverture à l'aune de la crise Covid-19. Suivra un temps d'échange d'une vingtaine de minutes où je relayerai au mieux vos questions. Alors, petite consigne à ce sujet, s'il vous plaît, veuillez privilégier l'onglet questions plutôt que l'onglet chat dans l'application et peut-être formaliser des questions de préférence courtes. Nous pourrons aussi répondre au fil de l'eau par écrit à certaines de vos questions. Dans une seconde séquence sera dédiée à la présentation de 3 KPI, 2 pays africains que seront la Côte d'Ivoire et le Tchad, accompagnés du Sri Lanka, pour se rappeler que l'AFD a aujourd'hui une activité mondiale dans 115 pays et une présence physique à travers son réseau d'agences dans 85 pays. Mes collègues pourront ensuite répondre à vos questions pendant une vingtaine de minutes là aussi. Megan, je te laisse la main. C'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ces derniers mois, la question des équilibres externes de l'Afrique s'est invitée dans l'actualité avec la tenue du sommet mondial sur le financement des économies africaines qui a été organisé en mai 2021 à Paris et qui a mis en lumière l'ampleur des besoins de financement du continent. Et puis plus récemment, comme l'a mentionné Cécile Palladier, fin août, l'allocation des droits de tirage spéciaux du FMI qui a mis en avant les problématiques de liquidité, c'est-à-dire en devise, c'est-à-dire en monnaie étrangère forte de certaines économies africaines. Alors pour comprendre ces enjeux, je reviendrai sur l'impact de la crise Covid sur les besoins de financement des économies africaines, la manière dont ils ont été couverts en 2020 et les perspectives pour les prochaines années. Alors il faut bien garder en tête que l'on s'intéresse ici à l'ensemble des flux entrants et sortants d'Afrique, qu'ils soient publics, et on sait que l'État joue souvent un rôle central, mais aussi privé, et c'est un secteur qui est particulièrement important dans les pays émergents comme le Nigeria, l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Alors, je vous propose de revenir tout d'abord sur l'impact de la crise Covid-19 sur les échanges courants du continent avec le reste du monde, donc qu'il s'agisse aussi bien donc des échanges de biens, de services ou de capitaux.
Alors, contrairement aux craintes qu'on pouvait avoir au printemps 2020, la pandémie n'a pas accentué ces déséquilibres. Alors, bien sûr, il s'agit d'une moyenne à l'échelle du continent. Les pays producteurs de matières premières, en premier lieu le pétrole, mais aussi les métaux communs, ont été fortement affectés par la volatilité des cours, tandis que les économies dépendantes du tourisme ont subi de plein fouet la fermeture des frontières. Mais dans le même temps, les confinements successifs et l'arrêt des économies ont réduit aussi les importations. Et la chute des cours du pétrole a réduit aussi la facture énergétique pour les pays qui n'en produisent pas. Et un dernier facteur a contribué aussi à atténuer les effets de la crise, c'est la résilience des transferts d'argent de la diaspora, malgré les confinements dans les pays où les migrants travaillent et la fermeture des frontières. Et il faut noter que ces flux sont importants pour les pays africains, de l'ordre de 5% du PIB à l'échelle du continent. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche sur la slide, ce sont même des entrées de devises qui sont essentielles pour quelques petites économies africaines, comme le Lesotho, où il représente 20% du PIB, mais aussi la Gambie, les Comores, le Cap-Vert. Donc au final, tous ces éléments se neutralisent et on n'observe pas d'aggravation des déséquilibres. Mais ce qui veut dire aussi que l'Afrique maintient donc un déficit courant qui est de l'ordre de 4% du PIB en Afrique subsaharienne et de 5% en Afrique du Nord. Et ces déficits doivent être financés. Et en cela, ils constituent une part importante de ce qu'on appelle le besoin de financement externe. Mais il y a aussi une part non négligeable qui provient de l'amortissement, c'est-à-dire du remboursement du principal, de la dette qui est contractée en devises, en monnaie étrangère. Et c'est ce qu'on va voir à présent. Alors, tout d'abord, les pays africains n'ont pas le même profil d'endettement. Les pays en développement sont en grande partie endettés auprès des créanciers officiels, tandis que d'autres ont davantage accès au financement privé, au travers notamment des marchés obligataires internationaux. Et la typologie de cette dette et la nature des créanciers vont justement impliquer des modalités différentes en termes de gestion des échéances de remboursement. Donc, par exemple, pour les pays qui émettent sur les marchés internationaux, ils font face à l'arrivée des échéances des émissions passées, à la nécessité de retourner sur les marchés, mais sans avoir de prise sur les conditions financières du moment. Or, les montants à financer peuvent être assez considérables et par temps de crise, des taux élevés risquent d'alourdir encore davantage le poids de la dette. Alors, dans le contexte de la crise sanitaire, les bailleurs officiels se sont efforcés d'alléger le service de la dette, donc que ce soit le FMI, mais aussi les créanciers bilatéraux. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'initiative de suspension du service de la dette du G20, qui a permis d'atténuer les problèmes de liquidité de 24 pays africains en 2020, et le dispositif a été prolongé jusqu'à la fin de l'année. Par contre, on se rend compte que les montants des échéances qui ont été suspendues représentent moins de 3% du service de la dette externe de ces pays, ce qui s'explique par le fait que finalement cette dette bilatérale ne représente qu'une petite partie des échéances dues, comme vous pouvez le voir sur le graphique à gauche. Alors pour les pays qui sont en situation de surendettement, ces mécanismes sont en réalité insuffisants. Et le cadre commun de traitement de la dette, donc du Club de Paris et du G20, devrait apporter, lui, une réponse de plus grande envergure en invitant l'ensemble des créanciers, y compris les créanciers privés, à la table des négociations pour restructurer la dette. Le Tchad devrait être le premier pays à en bénéficier, et mon collègue Benoît Janvaux y reviendra, et l'Égypte et la Zambie devraient suivre. Alors, ces remboursements peuvent représenter un fardeau important parce qu'ils nécessitent de trouver des sources de financement pour les honorer. Et c'est d'autant plus difficile à trouver par temps de crise. Et plus les besoins sont élevés, plus les financements doivent être abondants pour les couvrir et de préférence stables et de long terme. Or, ce sont majoritairement des financements privés qui couvrent ces besoins en Afrique. Et pour l'Afrique subsaharienne, ils couvrent à peu près 2/3 de ces besoins. En premier lieu, les investissements étrangers sont une source de financement pérenne et donc ils sont appréciés, mais ils échappent encore largement au continent.
En 2020, ces flux se sont contractés de 16% en Afrique, c'est ce que vous pouvez voir en rouge sur le graphique de gauche, ce qui représente une baisse importante qui est 2 fois plus élevée que la moyenne des pays en développement. Et pour l'Égypte et l'Afrique du Sud, qui concentrent un quart des flux entrants en Afrique, les chutes ont été particulièrement fortes, de l'ordre de 35 et 40%. À l'inverse, on note une certaine résilience des investissements extractifs dans les pays pétroliers ou gaziers, que ce soit au Sénégal, en République démocratique du Congo ou encore au Mozambique. Alors, les pays africains ont également accès à un autre canal de financement, ce sont les marchés obligataires internationaux, auxquels une vingtaine de pays africains accèdent. Mais en 2020, les conditions de financement sont restées prohibitives pendant de longs mois. C'est sur le graphique de droite le pic que vous pouvez voir. Ce qui fait qu'en fait, les émissions souveraines de l'Afrique subsaharienne ont chuté de 70% sur l'année. L'assouplissement des conditions financières pour l'Afrique, qui est représenté en bleu marine sur le graphique, a permis le retour sur les marchés en 2021, mais l'option reste coûteuse. Et par ailleurs, l'accès est encore impossible pour quelques pays comme la Zambie, qui est représentée ici en orange, l'Éthiopie en vert, ou d'autres pays comme la Tunisie. Et enfin, pour finir, l'Afrique attire aussi des financements privés grâce à quelques places financières qui sont développées au sein des pays émergents africains. Elles parviennent à attirer des capitaux grâce à des taux de rendement élevés dans un contexte mondial de taux bas. Et ces marchés locaux ont largement bénéficié de l'importante liquidité mondiale de ces dernières années. Alors le problème, c'est que ces capitaux, qui sont très volatiles, résistent assez mal aux crises. Et l'Égypte, le Nigeria ou l'Angola n'ont pas été épargnés par la vague de sortie de capitaux des pays émergents au printemps 2020. Alors, si l'on résume tout ce que l'on vient de dire, alors à court terme, la pandémie n'affecte pas significativement les besoins de financement du continent, et c'est ce que vous pouvez voir sur les 3 premières colonnes du graphique. En revanche, les flux de financement privés se sont taris et ce qui a généré en fait une couverture de financement insuffisante par rapport aux besoins, et ce qui a fait apparaître ce qu'on appelle un gap, donc un manque de financement. En 2020, ce gap a été comblé par des financements exceptionnels des bailleurs. On voit notamment sur le graphique que l'aide publique au développement des créanciers bilatéraux s'est maintenue, mais il y a également eu des soutiens, des financements exceptionnels du FMI ou encore de la Banque mondiale. Et quand tous ces financements ne sont pas suffisants, les pays ont puisé dans leurs réserves de change. Et cette perte, elle est assez nette. Vous pouvez la voir sur la dernière colonne du graphique. Elle est significative à l'échelle du continent. Elle a été particulièrement marquée en Afrique du Nord, où la chute a représenté l'équivalent de 16% des réserves de 2019. Et cette situation devrait perdurer dans les prochaines années, donc en raison d'un côté de l'augmentation des besoins de financement, alors qui proviennent de 2 sources. D'une part, du fait que les pays, pour relancer leur croissance post-crise, vont augmenter leurs efforts d'investissement et leurs dépenses de manière plus générale, et aussi le poids croissant de l'amortissement de la dette. Et de l'autre côté, on a également des incertitudes qui planent sur le retour des financements privés en Afrique, et également sur les modalités de soutien des bailleurs officiels avec l'arrêt des financements d'urgence. Tout cela fait que d'après les projections du FMI, la contraction des réserves devrait se poursuivre en Afrique du Nord, alors certes à un rythme moindre, et elle devrait stagner en Afrique subsaharienne. Donc dans ce contexte, la question de la liquidité en devise va rester un enjeu important dans les années à venir. Et on a pensé qu'il était intéressant d'avoir une approche différenciée par pays et d'examiner cette problématique de liquidité par rapport à l'exposition des pays africains au choc,
et des caractéristiques structurelles de ces économies qui affectent leur capacité d'absorption de ces chocs. Alors, si on regarde sur le graphique de gauche, vous pouvez voir que les économies dépendantes du tourisme ont enregistré des baisses significatives de leurs réserves de change, donc c'est le cas de l'Égypte notamment, mais que la chute est également importante pour certains pays pétroliers comme la Libye ou encore l'Algérie, l'Angola, alors même que c'était des pays qui avaient abordé la crise avec des réserves qui avaient déjà été affectées par le retournement des cours en 2014. On note aussi une situation inverse sur la partie droite du graphique, où des importations plus faibles et un recours au financement de la communauté internationale ont renforcé assez significativement la liquidité externe d'une dizaine de pays, comme le Rwanda, le Maroc ou encore les Comores. Et c'est un enjeu important parce que la capacité d'absorption d'un choc externe dépend notamment du niveau des réserves. Et les pays sont d'autant plus vulnérables à ces contractions de liquidité que les besoins de financement sont importants. Et ce qui concerne donc les pays qui sont en haut à gauche, donc par exemple le Malawi ou la Zambie. Mais parmi les caractéristiques structurelles importantes, le régime de change des pays est également un facteur déterminant, puisque à niveau de réserve identique, la capacité d'absorption d'un choc est moins forte pour un pays en régime de change fixe par rapport à un régime de change flexible. On voit sur le graphique de droite que pour des pays en régime de change flottant, la dépréciation de la monnaie a permis de préserver en partie les réserves. C'est notamment le cas pour la Zambie, l'Angola ou encore l'Éthiopie qui ont enregistré des dépréciations importantes. Donc, pour conclure, dans ce contexte, l'allocation générale des droits de tirage spéciaux du FMI qu'on a évoqué au début constitue une source de financement additionnels qui sont bienvenus pour la liquidité en devise des pays et notamment des pays les plus vulnérables, et ce, malgré finalement des montants limités qui ont été alloués à l'Afrique. Voilà, je vous remercie. Sylvain, ton micro. Excusez-moi, je parlais dans le vide. Merci, merci Mégane. Au niveau des questions, il y a des questions plutôt d'ordre général. J'en aurai une peut-être pour lancer les débats. Dans quelle mesure la récente allocation générale des DTS par le FMI apporte un soutien bienvenu au continent africain face au choc externe? Oui, alors en fait, sur l'allocation des droits de tirage spéciaux, on est passé assez rapidement. Alors, déjà, c'est des montants qui viennent alimenter les réserves en devises des pays et qui sont le plus souvent logés dans les banques centrales. Pour avoir une idée des montants qui sont attribués à l'Afrique, c'est 34 milliards de dollars, ce qui représente 5% de l'allocation globale et 12% si on considère les pays émergents et en développement. C'est des montants qui donc apparaissent modestes quand on compare par rapport à l'ampleur des besoins de financement qu'on a évoqués précédemment. Et par ailleurs, ils sont répartis en proportion des quotas, ce qui fait qu'il y a 6 pays africains, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, la Libye et la RDC, qui concentrent finalement la moitié de ces fonds. Et malgré tout, en fait, la raison pour laquelle on dit que cette allocation est quand même un soutien intéressant pour la liquidité africaine, c'est quand on regarde des pays comme le Burundi, le Soudan du Sud ou encore la Zambie, ça représente des montants significatifs en proportion de leur PIB ou de leur niveau actuel de réserve. Donc, par exemple, pour la Zambie, qui est un pays en situation de défaut de paiement depuis novembre 2020, le montant qui est alloué, qui est de 1,3 milliard, a permis de doubler à lui seul le niveau des réserves. Et finalement, en fait, même pour les pays qui ont moins de pression sur leur liquidité, ces droits de tirage spéciaux offrent quand même des éléments de confort, alors que la crise Covid se poursuit et que des incertitudes restent quand même importantes sur les ressources de financement à venir. Très bien. Il y a des questions sur
comment assurer de façon optimale le financement des besoins de financement de l'Afrique sans un grand risque de défaut sur la dette souveraine, qui est peut-être relié à la question aussi du financement chinois, qui était une des premières questions lancées dans le fil de discussion. Donc, dans quelle mesure l'Afrique peut assurer la pérennité de ces flux de financement sans mettre en péril notamment les finances publiques? Oui, effectivement, c'est bien la question et c'est une équation assez difficile auquel le continent va être confronté dans les prochaines années. Il faut bien voir que on observe effectivement une dégradation tendancielle de la situation d'endettement des pays africains et que par ailleurs l'évolution du recours aux créanciers privés et aux créanciers chinois a en fait augmenté et alourdi le service de la dette et donc exposé davantage finalement les pays africains à un risque de liquidité. Donc, on se retrouve dans une situation où finalement, les pays sont dans une situation d'endettement dégradé et alors même que les financements d'urgence vont prendre fin. Alors, ils devraient laisser la place à une nouvelle vague de programmes FMI. Donc le FMI estime que les programmes devraient représenter entre 4 et 5 milliards en 2020. Et normalement, ces programmes devraient permettre de catalyser finalement un ensemble de financements qui proviennent d'autres bailleurs multilatéraux, avec le guichet IDA, par exemple, concessionnel de la Banque mondiale, ou encore des autres bailleurs bilatéraux. Mais ces accès au financement requièrent effectivement une soutenabilité de la dette et donc voilà, difficile à résoudre. Après, les pays peuvent recourir aussi à d'autres modalités de financement, mais toujours avec voilà, avec des enjeux forts. En parallèle d'un recours à l'endettement qui devrait être assez significatif via les bailleurs. Les pays peuvent se tourner vers les marchés internationaux également, mais là encore avec cette problématique de soutenabilité de la dette et de risque aussi de taux de plus en plus élevés. Puisqu'on voit que finalement, même avant la crise, les émissions étaient déjà coûteuses pour les pays avec des coupons qui étaient de l'ordre de 7,5% pour des maturités de l'ordre de 10 à 15 ans. Et même si là, on a vu que récemment, les spreads avaient retrouvé voilà, des niveaux à peu près équivalents à la période pré-crise, ils restent élevés dans un environnement mondial où la liquidité et les taux sont encore favorables. Et donc, ils reflètent bien finalement cette appréciation du risque des marchés, donc du risque lié à cette situation d'endettement. Voilà, donc c'est un autre canal de financement qui pourrait être mobilisé avec toujours cette interrogation aussi sur les modalités et le niveau d'endettement des pays. Il y a une question qui taraude aussi Christian Topiac, notamment sur la tentation des pays africains détenteurs de ressources naturelles de gager ces dites ressources au profit de créanciers particuliers, notamment, enfin, je pense qu'il fait allusion, sans le dire, à la Chine. Est-ce qu'on a des indications, des données sur ça? C'est effectivement des mécanismes auxquels certains pays ont pu avoir recours. En fait, de manière générale, on a assez peu d'éléments sur les modalités et il y a des clauses de confidentialité sur les contrats d'endettement. Néanmoins, dans le cadre de la crise Covid, il y a eu un vrai effort de transparence de la part des pays en développement, avec la constitution notamment de bases de données auprès de la Banque mondiale, ce qui a permis de donner des informations plus claires sur à la fois le niveau d'endettement des pays, mais aussi la répartition en termes de créanciers et un peu les modalités en termes
en termes de taux et de conditions. Mais c'est vrai que sur ce type de conditions, voilà, on sait que pour certains pays comme Djibouti, par exemple, c'est des éléments qui sont pratiqués, mais on a assez peu de visibilité. Et pour un pays comme la Zambie, par exemple, qui devrait bénéficier du cadre commun. Voilà, cette initiative qui va rassembler finalement l'ensemble des créanciers, notamment les créanciers chinois, devrait permettre d'apporter un peu de clarification sur ces modalités. Cécile, peut-être un petit mot pour compléter sur ce sujet? Oui, tout à fait. Je vois que ça intéresse beaucoup les participants, donc cette question de la dette chinoise. Peut-être un élément un peu quantitatif qui vient de l'université Johns Hopkins qui regarde ces questions depuis longtemps maintenant, notamment la présence chinoise en Afrique, et qui relevait que finalement le pourcentage de dette qui était gagé sur des ressources naturelles, c'était à peu près 26% des prêts qui étaient accordés par la Chine à l'Afrique entre 2000 et 2019. Et si on exclut l'Angola, en fait, on est à seulement 8% des prêts qui sont gagés. Donc finalement, une proportion un peu moindre que ce qu'on peut voir véhiculer dans les médias ou ailleurs. Très bien, merci pour ce complément. Je vois une question un peu plus liée au périmètre de notre étude de la part d'Aurélie. Est-ce qu'on aurait échantillonné ou est-ce qu'on a étudié tous les pays d'Afrique? Je te laisse répondre, Mégane, mais a priori, c'est exhaustif, hein, cette analyse porte sur l'ensemble du continent. Oui, c'est ça. On s'est vraiment efforcé de regarder l'ensemble des pays du continent africain avec voilà, toutes les informations dont on pouvait disposer et notamment s'agissant de l'endettement sur la base de données évoquée par la Banque mondiale, mais aussi on s'est appuyé sur les statistiques fournies par le FMI et les Nations Unies. Très bien. Je sais pas, moi je pense qu'on a peut-être fait le tour sur les questions, mais on pourra y revenir dans un deuxième round suite à la deuxième séquence que je vous propose d'ouvrir dès maintenant avec une présentation de 5 minutes par pays, à commencer par Emmanuel Mona sur la Côte d'Ivoire. Emmanuel, je te laisse la main. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, je vais commencer à vous parler de la Côte d'Ivoire tout de suite. J'attends juste que ça revienne sur les slides. Super. Donc, pour commencer, pour la Côte d'Ivoire, donc en fait, contrairement à certains autres pays dont on va parler aujourd'hui, la Côte d'Ivoire présente quand même des caractéristiques qui sont plutôt positives et qui lui ont permis d'éviter la récession en 2020. Donc, si on regarde le premier graphique en haut à droite, donc j'espère que vous pouvez tous bien voir, mais on voit que le pays avait un régime de croissance un petit peu chaotique depuis le début des années 80, mais que par la suite, surtout depuis une dizaine d'années, sa performance économique s'est améliorée et ça lui a permis de rentrer dans la crise avec des fondamentaux macroéconomiques qui étaient plutôt solides. Donc, la croissance du PIB en 2020 s'est établie autour de 2%. Donc, elle a été soutenue notamment par la résilience du secteur agricole, mais aussi par des programmes de soutien à l'économie mis en place à la fois par la Banque centrale régionale, donc la Côte d'Ivoire fait partie de l'Union économique monétaire ouest-africaine, donc la BCEAO, c'est la Banque centrale régionale de cette zone, et le gouvernement. Donc, sans rentrer dans les détails des différentes mesures qui ont été mises en place, le graphique que vous voyez en bas à gauche montre une partie des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement ivoirien pour faire face à la crise. Donc, il y a notamment un programme de soutien consacré au secteur de la santé pour augmenter les capacités du secteur à faire face à la pandémie, mais aussi un plan de soutien économique qui s'est divisé en plusieurs fonds qui ont permis notamment de soutenir les ménages et les entreprises. Aussi, ce qui distingue la Côte d'Ivoire de peut-être d'autres pays d'Afrique subsaharienne et même d'Afrique en général, c'est le fait qu'elle soit moins dépendante au tourisme et au transfert de migrants dont ma collègue Mégane Pullock a parlé notamment. Donc, ça lui a permis de mieux encaisser la crise. Donc, j'ai mis aussi un autre exemple de graphique qui montre un peu les transferts de migrants, la différence entre la Côte d'Ivoire et les autres pays de la zone UMOA. Donc, ça a aussi aidé la croissance ivoirienne.
Donc, pour les perspectives macroéconomiques de court terme de la Côte d'Ivoire, elles sont donc globalement positives. En 2021, la croissance économique devrait rebondir autour de 6%. Donc, ce serait sous l'effet combiné d'une reprise des exportations, avec notamment la reprise économique mondiale, et aussi d'une augmentation de la demande intérieure qui serait soutenue notamment par l'investissement public. Le pays a aussi pour objectif de reprendre dès cette année son processus de consolidation budgétaire pour tenter de revenir à un déficit budgétaire d'environ 3% d'ici à 2023-2024. Et c'est en ligne aussi avec les critères établis par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, il y a certaines mesures qui avaient été mises en place pendant la crise, des mesures un peu d'urgence, qui devraient être suspendues et ce qui devrait permettre d'obtenir une légère consolidation budgétaire dès 2021. L'autre bonne nouvelle, surtout pour faire écho justement à certaines sources de financement dont Megan a parlé, c'est le retour de la Côte d'Ivoire sur les marchés financiers internationaux, avec 2 nouvelles émissions d'eurobonds qui ont eu lieu respectivement en novembre 2020 et février 2021, à des taux qui en fait étaient historiquement bas. Donc c'est plutôt un bon signe, ça montre que le pays attire les investisseurs étrangers. Et bien que l'endettement public soit quand même reparti un peu à la hausse en 2020, la dette publique reste soutenable pour l'instant. Donc, il y a quand même quelques points d'attention qu'on veut garder en tête et surveiller, qui sont plutôt des points d'attention de moyen terme. En fait, on peut classer ces points d'incertitude en 2 catégories. Donc, il y a des risques haussiers et des risques baissiers. En termes de risques haussiers, il y a l'agenda de réforme qui est en cours et les différentes mesures qui ont été mises en œuvre pour contrer la crise, qui pourraient catalyser l'investissement et redonner confiance au marché et venir soutenir la croissance. Et dans le même sens, quelque chose d'un peu plus moyen-long terme, c'est le plan national de développement 2021-2025 qui a été discuté et mis en place cette année, qui devrait être adopté prochainement et qui va comprendre différents chantiers de travail qui viseraient notamment à améliorer la productivité, à augmenter la croissance économique, mais surtout à essayer de la rendre plus inclusive. Donc ça, c'est quand même des facteurs assez positifs pour le pays. En ce qui concerne les risques baissiers, là, on a donc évidemment le risque que la pandémie se prolonge. Donc ça, c'est un peu un risque sous-jacent à de nombreux pays avec l'arrivée de nouveaux variants. Donc ça pourrait négativement affecter la reprise mondiale et donc ça aurait un impact sur la croissance ivoirienne également. Les primes de risque mondial aussi pourraient augmenter et compliquer l'accès aux marchés financiers internationaux pour la Côte d'Ivoire. On a aussi un risque sécuritaire qui ressurgit avec des tensions qui sont à nouveau un peu plus élevées dans le nord du pays. Et ça implique notamment une augmentation des dépenses gouvernementales qui sont reliées au domaine de la sécurité et aux militaires en 2021. Et finalement, donc, un problème un peu plus structurel et un peu plus de moyen terme, c'est le fait que la Côte d'Ivoire ait une pression fiscale qui est très faible. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une faible mobilisation des revenus. Donc, il stagne autour de 13% du PIB depuis plusieurs décennies. Et pour vous donner une idée à titre indicatif, l'UMOA, donc l'Union économique monétaire ouest-africaine, vise à avoir des revenus budgétaires qui sont plutôt autour de 20% du PIB. Donc autour de 12-13%, la Côte d'Ivoire en est encore un peu loin. Et en fait, cette faible mobilisation des revenus, ça pourrait potentiellement nuire à l'endettement public à moyen terme si jamais il y a des dépenses budgétaires qui doivent être mobilisées et augmentées. Mais en conclusion, les perspectives sont assez positives pour l'économie ivoirienne à court terme et avec des points d'attention, comme pour de nombreux pays, plus à moyen terme. Merci. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci Emmanuel pour cette étude de cas sur la Côte d'Ivoire qui est très riche, très intéressant. Pour ma part, je voudrais évoquer un cas de figure qui est sensiblement différent, le Tchad. Alors le Tchad, vous trouverez une analyse détaillée dans notre publication MacroDev de Panorama semestriel. Je voudrais revenir quant à moi plus spécifiquement peut-être sur la question qui était celle traitée par Megan dans la partie précédente, qui est celle des besoins de financement. Avant de parler de besoins de financement, quand même un petit cadrage macroéconomique, des éléments de contexte. Le Tchad, alors, contrairement effectivement à la Côte d'Ivoire, est une économie dépendante du pétrole. Le pétrole, c'est 80% des recettes d'exportation, 35% des recettes de l'État, 20% du PIB. Donc cette dépendance au pétrole a plusieurs conséquences. La première, c'est que conjuguée alors évidemment à d'autres facteurs économiques et institutionnels, cette dépendance a entravé le développement d'un modèle économique diversifié et le pays est donc vulnérable à l'évolution des prix du pétrole. Alors là, je vous ai mis quelques indicateurs macroéconomiques et l'évolution du prix du pétrole en parallèle. Et le pays a accumulé d'une certaine façon
des déficits externes chroniques et souvent des déficits publics et qui sont parfois importants. La seconde conséquence de cette dépendance au pétrole, c'est la volatilité de la performance économique. Et ça, on le sait, c'est un frein à un développement durable et de long terme de l'économie tchadienne, notamment en termes de diversification, lorsqu'on n'a pas de visibilité sur ce que seront les agrégats économiques et sur les perspectives à moyen terme. Et toutes ces vulnérabilités ont été aggravées, notamment à partir de 2015 et la chute du prix du pétrole. Et depuis 2015, cette chute du prix du pétrole a entraîné des déséquilibres macroéconomiques que le pays n'a pas réussi à résorber depuis. Et c'est dans ce contexte particulier de vulnérabilité exacerbée que le Tchad a été confronté en 2020 à nouveau à la crise, à une nouvelle chute du prix du pétrole et à la crise sanitaire et à ses effets sur l'économie qui sont un petit peu les mêmes qu'on voit partout dans le monde. Conséquence de ces deux crises, c'est une augmentation sensible des besoins de financement par rapport à l'année 2019. Alors, je reviendrai pas sur les raisons de cette hausse qui ont été évoquées de façon générale par Megan dans son introduction et qui valent pour le Tchad. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en 2020, le Tchad a passé l'année sans trop de difficultés, paradoxalement, notamment grâce au soutien de la communauté internationale, des soutiens d'urgence du FMI, des allègements de la dette qui étaient dus au FMI ou aux créanciers officiels du G20, du Club de Paris, qui sont les initiatives dont Megan a également parlé en introduction, et donc vraiment un soutien davantage de la communauté internationale qui a permis de couvrir ces besoins de financement additionnels. Ce qui est intéressant dans le cas du Tchad, et qui pose problème évidemment, c'est que le pays devrait être confronté à des difficultés financières plus prononcées dans les années à venir. L'écart va se creuser entre ce besoin de financement. Alors, on le voyait sur la slide précédente. Pour l'instant, c'est des estimations. Bien évidemment, la situation est très volatile, notamment en raison de ce que seront sur l'année les cours du pétrole et les indicateurs économiques. Mais en 2021, on devrait quand même voir encore une augmentation des besoins de financement et la communauté internationale ne pourra pas indéfiniment répéter le soutien exceptionnel qu'elle a accordé à plusieurs pays, notamment en Afrique subsaharienne. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que cet écart va se creuser et malgré le soutien qui devrait continuer de la communauté internationale et même si l'État tchadien mène un ajustement budgétaire pour réduire son déficit, il y aura un besoin de financement résiduel qui est estimé entre 500 et 600 millions de dollars pour les 5 années à venir, entre 2021 et 2024, et encore entre 250 et 300 millions de dollars supplémentaires sur les 5 années suivantes. Et ce besoin de financement important, c'est l'amortissement dont parlait Megan, c'est les remboursements de la dette publique que le pays doit effectuer vis-à-vis de ses créanciers, alors que ce soit les créanciers bilatéraux, notamment en particulier ceux du Club de Paris et ceux qui ne font pas partie du Club de Paris, et surtout le remboursement de la dette que le pays a contractée auprès de Glencore, qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, une compagnie privée de négoce de matières premières et notamment active dans le secteur pétrolier au Tchad. Et le Tchad s'est endetté auprès de Glencore en 2014 et devra rembourser Glencore dans les années à venir. Et c'est la raison pour laquelle ce besoin de financement résiduel qui est estimé donc pour les 5 années à venir entre 500 et 600 millions de dollars, malgré tous les financements additionnels qui peuvent être apportés, il n'y aura probablement pas d'autre solution que de restructurer la dette pour alléger le niveau des remboursements que le pays devra à ses créanciers dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle le Tchad a sollicité un traitement de sa dette par le biais du cadre commun, donc qui a été évoqué par Megan encore une fois en première partie, sous l'égide du G20 et du Club de Paris. Et c'est au travers de cette initiative que les principaux créanciers bilatéraux au Tchad se sont déjà entendus. Il y a un communiqué officiel que vous pouvez trouver sur le site du G20 qui date du 10 juin dernier pour approuver le principe d'une restructuration de la dette. C'est une première et c'est important dans le cas du Tchad parce que ça regroupe un créancier classique du Club de Paris et des restructurations, allègements de dette qui est la France, mais aussi la Chine, l'Inde et l'Arabie Saoudite. Donc, ces créanciers officiels du Tchad se sont entendus, mais la restructuration pourra être finalisée que lorsque le Tchad aura également négocié un traitement de la dette qui doit à Glencore. Parce que sans traitement de la dette vis-à-vis de Glencore,
la dette publique tchadienne continuera d'être insoutenable parce que les remboursements seront trop importants et il persistera un besoin de financement résiduel qui sera difficile de financer. Et de la même façon, le FMI est prêt à accompagner le pays et à fournir des financements, mais à la condition que la dette soit soutenable, parce que le FMI, son principe d'intervention est tout de même d'intervenir dans des pays et d'accorder des financements à un pays qui sera en mesure de rembourser sa dette vis-à-vis du reste du monde et pas contribuer à endetter un pays dont la dette n'est pas soutenable, ni contribuer à apporter des financements à un pays dont la trajectoire macroéconomique sera compliquée. Donc, pour l'instant, on en est là. C'est le premier cas traité par le cadre commun. Donc, forcément, ça prend un petit peu de temps, mais ça démontre quand même la fragilité aussi de ces mécanismes qui sont nécessaires de traitement de la dette lorsqu'il n'y a plus d'autres solutions. On a parlé de la nécessité d'apporter des financements soutenables, de comment faire face à la crise, etc. On arrive dans certains pays à des cas où il faut passer par une restructuration. Mais ça montre la fragilité de ces mécanismes aussi de restructuration lorsqu'il y a des acteurs qui ne sont pas traditionnels, comme Glencore dans le cas du Tchad. Et autre point qui est intéressant de souligner, dont on pourra parler si vous voulez dans les questions-réponses, c'est qu'il faut se souvenir que le Tchad, en 2015, a bénéficié de la principale initiative d'allègement de la dette, qui était l'initiative Pays pauvres très endettés, et que j'ai parlé de Glencore, mais Glencore a déjà restructuré sa dette. Le Tchad a restructuré sa dette vis-à-vis de Glencore en 2015 et en 2018. Donc ça montre bien aussi les limites de ces principes de restructuration tels qu'ils existent aujourd'hui, puisque ça n'évite pas au Tchad de se retrouver encore aujourd'hui à la suite d'une nouvelle crise, d'un nouveau choc exogène dans une situation financière extrêmement compliquée. Voilà, donc je serais heureux de parler notamment de ce principe et de ce traitement de la dette dans le cadre commun à l'occasion des questions-réponses. Et je m'arrête là pour le Tchad. Bonjour à tous, merci Benoît. Je vais évoquer, en fait, pour ouvrir le propos à d'autres géographies et pour évoquer l'actualité brûlante, je vais vous parler de la situation économique du Sri Lanka. Donc le Sri Lanka, il est entré dans la crise de Covid-19 alors qu'il subissait déjà un ralentissement économique majeur. En 2018, en raison d'une importante crise politique, et en 2019, avec les attentats terroristes qui ont touché le pays. En 2020, le PIB sri-lankais s'est contracté de 3,6% en raison du ralentissement du commerce et de la demande mondiale, du recul marqué du tourisme avec la fermeture des frontières et des restrictions locales qui ont eu un impact sur la consommation et l'investissement. Donc l'ampleur du rebond de la croissance en 2021, il est particulièrement incertain à ce stade. Il a été évalué à 4% par le FMI, mais pourrait être vu à la baisse. En effet, une nouvelle vague particulièrement virulente de l'épidémie est en cours depuis le mois d'avril. Donc le voisin indien subit des turbulences et la reprise du tourisme mondial reste également particulièrement incertaine. Mais surtout, l'économie sri-lankaise, elle est fortement pénalisée par des finances publiques structurellement déséquilibrées. En particulier, la charge d'intérêt, qui absorbait près de la moitié des recettes publiques en 2019 et jusqu'à 80% cette année, pèse sur le déficit budgétaire, qui représentait environ 12% du PIB en 2020 et devrait rester élevé dans les années à venir. Donc, la dette publique, qui était déjà élevée pré-crise, a augmenté de plus de 13 points en 2020 et atteint désormais 100% du PIB. Elle est livrée pour moitié en devises et surtout en 2019, le FMI qui mettait en évidence le risque élevé de non-soutenabilité de la dette sri-lankaise, ce risque, en fait, il s'est fortement renforcé depuis. Et donc, si la trajectoire des finances publiques apparaît difficilement soutenable dans le temps, désormais, c'est la question de la solvabilité qui se pose avec acuité. L'amortissement de la dette externe, que Megan a défini dans la première partie, représente annuellement environ 5 milliards de dollars, soit environ 6% du PIB. Cet amortissement de la dette externe, il contribue fortement au creusement du besoin de financement externe, qui devrait représenter annuellement 7 milliards de dollars jusqu'en 2023. Or,
la couverture de ce besoin de financement n'est pas assurée. Car d'une part, les entrées de capitaux sont faibles, et d'autre part, les réserves sont insuffisantes. Elles s'élevaient à 2,8 milliards de dollars à fin juillet 2021. Comme vous voyez, les marges de manœuvre du pays sont particulièrement étroites, le pays n'ayant plus accès aux marchés internationaux, tandis que toutes les agences notent le pays en triple C. Donc, le Sri Lanka a réussi à honorer les 2 dernières échéances d'eurobond en octobre 2020 et juillet 2021. Mais il va devoir faire face chaque année à des échéances importantes et la hausse temporaire des réserves qui vient d'avoir lieu en août, qui a été fait grâce à l'octroi des droits de tirage du FMI et la ligne de swap avec le Bangladesh, ne suffiront pas. Donc, tout ça dans le même temps, en fait, les autorités, elles continuent de s'opposer à tout programme avec le FMI. Et donc, le seul recours du pays, ce serait des lignes de swap avec la Chine ou l'Inde, qui constituent en fait à ce stade le seul soutien du pays. Tous ces éléments ont des conséquences concrètes sur l'économie sri-lankaise. Donc, comme je l'évoquais, l'État n'a plus accès aux marchés internationaux. Il est donc obligé de se financer sur le marché domestique auprès de la Banque centrale et des banques commerciales. Aussi, donc, l'octroi de crédit au secteur public par les banques commerciales a bondi, progressant de 50% en 2020, et le secteur public a concentré 80% des octrois de crédit par le secteur bancaire en 2020. Donc, parallèlement, la masse monétaire a progressé de 13 points de PIB en 2020, une hausse inédite qui correspond à l'augmentation connue entre 2012 et 2019, soit en 7 ans. Donc, en 2020, la masse monétaire a augmenté d'autant de points de PIB qu'en 7 ans. Par conséquent, l'inflation est en hausse. Elle est désormais supérieure à 6% et dépasse la cible de la Banque centrale. La roupie sri-lankaise se déprécie. Elle s'est dépréciée de 5% depuis le début de l'année 2021 et de 10% depuis 2020. Les autorités ont engagé une lutte contre la dépréciation et pour le maintien du taux de change, mais ça contribue en fait à la raréfaction des devises. Donc, ce manque de devises, il contraint les importations, notamment de biens de première nécessité, ce qui entraîne une baisse de l'offre qui vient nourrir la hausse des prix. Dans le même temps, la population se rue dans les magasins pour faire des stocks et la hausse de la demande nourrit à son tour l'inflation. En réponse, le gouvernement a mis en place un état d'urgence alimentaire qui lui permet d'imposer un contrôle sur les prix et sur les quantités des biens de première nécessité qui sont vendus et a restreint les importations de produits non essentiels. Donc, ces derniers jours, un nouveau gouverneur de la Banque centrale a été nommé. Il devrait présenter rapidement un plan de soutien à court terme pour tenter de pallier aux difficultés rencontrées par l'économie. Merci Jules, Benoît et Emmanuel. Merci à tous les trois. Peut-être une première question pour lancer la discussion et qui fait écho à la première séquence sur les besoins de financement externe. Sur ces pays, quelles sont les sources de financement qui pourraient compter sur lesquelles pourraient compter ces 3 pays dans les prochaines années en différenciation, notamment par rapport à la structure de leur balance des paiements et leur capacité d'accès au marché ou pas? Je peux commencer si vous voulez, comme ça on Oui. garde l'ordre des pays qui ont été attribués. Pour la Côte d'Ivoire, ça reprend plusieurs éléments qu'a souligné Mégane dans la première partie. En fait, ces sources de financement dans l'ensemble, dans le cas de la Côte d'Ivoire, sont assez diversifiées et pourraient être assez différentes en fait à court et à moyen long terme. Donc, à court terme, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu en 2020 et même au début de cette année. Le besoin de financement et les sources de financement pourraient venir de l'émission d'eurobonds sur les marchés internationaux. Donc, c'est déjà ce qui a été fait et c'est ce qui pourrait potentiellement continuer à être fait. Mais aussi le soutien des bailleurs multilatéraux et bilatéraux. Donc, ça a été le cas pour de nombreux pays suite à la crise et la Côte d'Ivoire en fait partie aussi. Donc, par exemple, elle participe à l'initiative de suspension du service de la dette qui a donc été mise en place par le G20 en collaboration avec le FMI et la Banque mondiale. Et elle signe, donc elle a dans l'ensemble des bonnes relations avec ses différents bailleurs et elle signe différents accords, notamment elle vient de signer des accords avec la Banque mondiale pour le financement et la mise en place de différents projets.
Donc, je pense qu'à court terme, la Côte d'Ivoire peut continuer à compter sur ces deux aspects-là. Et à plus long terme, je pense que le pays peut aussi compter sur potentiellement de nouveaux flux d'IDE, donc IDE, investissement direct à l'étranger. Donc, en lien notamment avec les réformes structurelles qui devraient avoir lieu, notamment dans le cadre du plan national de développement. Donc, ces différentes réformes qui pourraient être mises en place pourraient attirer les investisseurs. Donc, à la fois pour des investissements de portefeuille, donc des investissements potentiellement un peu plus volatiles, mais surtout pour des investissements de plus long terme dans des secteurs spécifiques. Et bon, finalement, quelque chose qui n'est pas à exclure aussi, c'est le fait que le pays pourrait également envisager de demander un nouveau programme FMI. Le dernier programme s'est terminé récemment. Et je pense que Megan l'a souligné aussi, le fait que le FMI et l'ensemble des bailleurs internationaux pourraient être fortement sollicités dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Et la Côte d'Ivoire pourrait continuer d'envisager de travailler en collaboration avec eux. Donc, dans le cadre de ce pays, les sources sont quand même relativement diversifiées. Je ne sais pas si Benoît et Jules voulaient ajouter quelque chose également. Oui, merci Emmanuel. Sur le Tchad, alors le cas de figure est évidemment très différent, à commencer par l'accès aux marchés financiers internationaux. Le Tchad n'est pas en mesure d'émettre actuellement sur les marchés. Et les sources de financement externes sont assez limitées. Alors évidemment, il y a le soutien des bailleurs. La Banque mondiale a notamment fourni sur les dernières années énormément de financement, notamment en dons et en subventions, donc qui contribue à ne pas ajouter au fardeau de la dette. En revanche, le montant de ces financements est limité et contraint, et puis dans le temps, la communauté internationale ne peut pas non plus maintenir le Tchad, on va dire, sous perfusion pour caricaturer, mais voilà, il y a la nécessité aussi de trouver des sources de financement qui soient pérennes et soutenables. Et la difficulté, alors c'est vraiment ce que je voulais dire dans ma présentation, c'est qu'à ce stade, par exemple, le FMI est prêt à y aller, les bailleurs sont prêts à y aller. En revanche, ils ne vont pas y aller si ça ne permet pas non plus au-delà des besoins de financement et de soutien à l'économie, si ça ne permet pas non plus de rétablir la stabilité macroéconomique. Donc, c'est à ce titre que la restructuration de la dette paraît la première étape pour pouvoir, y compris, catalyser d'autres sources de financement et donner un petit peu d'air à l'économie tchadienne et ne pas justement s'enfermer. Alors, c'était une des questions qui était évoquée dans le chat et dans les questions, ne pas s'enfermer dans une spirale de réendettement où le Tchad devrait trouver des sources de financement alternatives coûteuses pour rembourser sa dette et finalement ne plus s'en sortir et se retrouver dans la même situation dans 1, 2, 5 ans. Voilà, donc cette restructuration permettrait de remettre une partie des choses à plat, donner un petit peu d'air, laisser de la place au nouveau financement des bailleurs et trouver une solution à plus long terme qui passera, dans le cas du Tchad notamment, par très probablement une diversification de l'économie, une diversification des sources de revenus budgétaires et de revenus externes et une réduction de cette vulnérabilité très forte au choc exogène, à commencer par le cours du pétrole, mais aussi la situation sécuritaire, la situation politique, etc. Donc essayer d'encourager une transition économique aussi. Sur le Sri Lanka, il faut bien avoir en tête que la situation évolue assez rapidement et que le pays n'est plus totalement maître de son destin. Il y a plusieurs choses qui vont intervenir. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte, notamment évidemment l'évolution de la crise sanitaire locale. Donc la vaccination progresse rapidement depuis l'été avec environ 50% de la population a reçu 2 doses, ce qui permettrait de faire redémarrer un petit peu la croissance économique et soulager un petit peu l'économie. Il y a évidemment l'évolution de la crise sanitaire mondiale qui peut, grâce au tourisme, permettre l'entrée de devises, qui est le principal point d'achoppement aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres scénarios qui font entrer en jeu des considérations d'ordre géopolitique.
l'affrontement géopolitique Chine-Inde qui peut se résoudre sur le soutien, qui peut évidemment se transférer, je veux dire, sur le soutien au Sri Lanka. Et il y a également la question donc des discussions avec le FMI. Alors, il y a une question dans le chat sur le pourquoi est-ce que les autorités ne souhaitent pas faire appel au FMI. Généralement, et dans le cas présent, c'est une question d'ordre politique et plutôt de souveraineté nationale et la volonté de s'en sortir par sa propre politique et de ne pas avoir recours à un organisme extérieur qui serait donc peut-être et empiéter sur la souveraineté nationale. Je pense que c'est ça le discours des autorités. Et il faut bien voir que, a priori en interne, cette question du recours au FMI n'est pas remise en cause par exemple par l'opposition. Donc néanmoins, ça pourrait être une sortie une piste de solution. Les discussions avec les FMI, donc un programme pourrait être conclu, on pourrait envisager cette solution-là, et ça pourrait débloquer le soutien d'autres bailleurs. L'autre scénario, ce serait évidemment de passer par le FMI et grâce aux échanges avec le FMI, de passer à une discussion sur un rééchelonnement de la dette avec l'ensemble des créanciers publics et privés du pays. Merci Jules. Je reviens sur une question de Khalid El Bernoussi. Quelles leçons retenir de l'expérience de la résilience relative de l'économie ivoirienne et qui pourrait servir de modèle aux autres pays de la sous-région en termes de politique économique à mener, y compris le Tchad? Là-dessus, en fait, je pense que déjà, chaque pays rentre dans la crise, chacun à sa façon, mais dans le cadre de l'économie ivoirienne, ce qui l'a aidé, c'est que elle rentrait avec des bons fondamentaux macroéconomiques, donc une croissance assez forte, des finances publiques, un déficit public relativement contenu, ce qui effectivement n'était pas le cas de tous les pays. Ce qui a beaucoup aidé la croissance économique ivoirienne ces 10 dernières années, c'est en fait le développement du secteur des services notamment. Donc il y a une diversification au cours des dernières années pour être un peu moins dépendant du secteur agricole, qui est quand même un secteur phare pour la Côte d'Ivoire. Et donc la croissance s'est développée autour du secteur des services, donc tout ce qui est télécommunications, sur le bâtiment, la construction, aussi sur l'énergie. Et ça a été soutenu par des investissements publics qui étaient très forts, notamment dans les infrastructures, donc dans tout ce qui était électricité, routes, développement de l'eau potable. Ça rejoint d'ailleurs, je pense, une question qui avait été posée sur les secteurs prioritaires en termes de besoins de financement. Un secteur qui peut favoriser la croissance et qui peut du coup soutenir les pays, c'est effectivement le développement d'infrastructures, dépendamment du niveau auquel le pays se situe, bien sûr. Donc la Côte d'Ivoire ayant développé un peu ces aspects-là, ça lui a permis de résister à la crise. Est-ce que le Tchad pourra faire la même chose? Là, je vais laisser plutôt Benoît peut-être répondre, mais comme le contexte n'est pas le même, c'est difficile de dire que ce qui s'est fait pour la Côte d'Ivoire pourra nécessairement s'appliquer à d'autres pays. Donc, ça donne des pistes de réflexion, mais ce n'est pas forcément une équation qui fonctionne à tous les coups, dépendamment des fondamentaux macroéconomiques que le pays a déjà surtout au début d'une crise, quoi. Oui, merci Emmanuel. Pour le Tchad, effectivement, la situation, les fondamentaux macroéconomiques sont sensiblement différents. Et puis, je pense à titre personnel que les succès de certains pays ne sont pas réplicables nécessairement dans d'autres situations. Il faut prendre en compte les contextes et puis l'état de départ aussi de l'économie. C'est des processus avant d'être des solutions clés en main. Et pour le Tchad, voilà, ce processus, on l'évoque depuis assez longtemps. Il y a des obstacles qui sont institutionnels, politiques, de gouvernance, des obstacles qui sont cette dépendance au pétrole et l'absence de diversification, qui nuit à la croissance, qui nuit au développement des recettes budgétaires qui ne soient pas exclusivement ou en très grande majorité dépendantes du pétrole, et qui donc permettent aussi de financer des dépenses qui favoriseraient le développement du pays.
Donc voilà, les solutions qui existent en Côte d'Ivoire, où la structure économique est sensiblement différente pour un ensemble de facteurs, on va dire, qui sont structurels, fait que la solution ivoirienne n'est pas réplicable au Tchad en tant que telle. On peut en tirer des enseignements sur ce qui a marché et ce qu'ont été les facteurs de résilience et voir dans quelle mesure ça peut être adapté, transcrit au cas tchadien, mais c'est quelque chose qui doit se faire progressivement. Et je crois en tout cas que c'est ce vers quoi tend l'accompagnement par le FMI, par la Banque mondiale, par les bailleurs bilatéraux dont l'AFD, dans l'action de la communauté internationale, d'accompagner le Tchad, de fournir l'assistance technique, de fournir les financements pour pouvoir transitionner vers quelque chose de plus stable, plus diversifié et moins vulnérable. Merci. Je ne sais pas si Cécile veut ajouter un complément ou prendre la question d'Hugo Lecué sur le rôle des institutions financières régionales, peut-être. Oui, tout à fait. Merci pour cette question. Je pense que c'est très intéressant effectivement de se poser la question de qui va être à même de couvrir les besoins de financement de l'Afrique. Et cette question des banques régionales de développement est venue un peu sur le devant de la scène à l'occasion justement des discussions sur l'allocation générale des droits de tirage spéciaux et des pistes qui ont été évoquées par certains pays du G7 sur une réallocation potentielle de ces DTS dont ils n'auraient pas l'usage puisqu'ils ont des niveaux de réserve en devises fortes suffisants, et la possibilité de les réallouer vers les économies qui en ont le plus besoin. Et on a vu le président, par exemple, de la Banque africaine de développement qui plaidait en faveur d'un usage en fait, de ces droits de tirage spéciaux par les banques régionales de développement. C'est intéressant à plusieurs égards parce que, comme on l'a vu, effectivement, les États africains sont en partie, hein, pour certains, et pas tous évidemment, mais pour une bonne partie en situation d'endettement élevé. Et donc, forcément, la relance post-Covid ne pourra pas passer uniquement par la dépense publique qui ajouterait à ce fardeau d'endettement. Et donc, il y a un rôle très fort pour un niveau, disons, plus non souverain, hein, des entreprises, du secteur privé en premier lieu, et les banques régionales de développement sont à même de financer ces acteurs et donc pourrait être un canal intéressant de financement de la reprise qui, disons, enlèverait un peu de la charge aux États souverains. Et par ailleurs, c'est aussi des institutions qui sont très en lien avec les systèmes financiers locaux. Et ça a le mérite, voilà, de pouvoir orienter éventuellement des financements vers l'économie réelle et un niveau plus micro que typiquement les programmes d'infrastructure publique dont on parlait précédemment. Merci. Une question de Servé Adjovi, la dernière, qui est peut-être à la cantonade ou qui peut peut-être faire intervenir Thomas ou Cécile sur la crise sanitaire qui fait ressortir le rôle important du secteur privé et quelles sont les actions d'accompagnement qui pourraient bénéficier, dont pourrait bénéficier ce secteur pour renforcer la résilience des économies africaines en termes d'accompagnement, j'imagine, que ce soit de la part de l'AFD ou d'autres bailleurs. Peut-être, Sylvain, je vais dire un mot. Donc, signaler d'abord que dans le secteur privé, on peut penser à la fabrication des vaccins. Et la filiale du secteur privé du groupe AFD, Proparco, va investir notamment avec des acteurs sud-africains pour permettre de développer des capacités de production de vaccins sur le continent africain. Évidemment, ça peut servir pour cette épidémie, peut-être pour d'autres demain, mais c'est un des éléments importants de la résilience d'un continent, de ne pas dépendre de la capacité de production de vaccins qui viendraient uniquement d'autres continents qui, à un moment, peuvent se fermer, comme on l'a observé dans cette crise. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Peut-être ça a été dit aussi tout à l'heure, à la fois par Emmanuel Mona et par Cécile Valadier. Un des enjeux, c'est quand même que l'Afrique finance davantage par elle-même ses propres besoins. Ça a été dit s'agissant de la capacité à lever des impôts pour financer ses services publics et à l'instant par Cécile Valadier du rôle des banques, publiques ou privées, mais en l'occurrence des banques publiques, pour soutenir l'investissement à côté des États.
Vous avez tous compris en écoutant les différentes présentations que certains États ont des capacités d'endettement, d'autres approchent de leurs limites, mais ça ne fait pas disparaître pour autant les besoins d'investissement dans les économies et les sociétés africaines. D'où l'importance que des banques publiques, des banques privées, mais aussi des entreprises qui ont la capacité de s'endetter, puissent relayer et développer l'investissement, la préparation de l'avenir, la transition écologique sur le continent africain, en plus de ce que les États peuvent faire. Donc il y a un enjeu, est-ce que les États fassent plus par eux-mêmes, mais aussi est-ce que les autres acteurs africains puissent prendre en charge le financement de leur investissement, parce que tout ce qu'on a vu dans les différentes présentations aujourd'hui montre quand même que quand on est exposé aux fluctuations de la conjoncture mondiale, à l'accès aux devises fortes, au risque de hausse des taux, c'est un facteur de fragilité. Et pour ce qui concerne l'Afrique actuellement, ça crée un retard dans le redémarrage. Voilà, donc ce que je veux dire en quelques mots. Très bien. Merci. Je ne vois pas vraiment d'autres questions. Je suis désolé, on ne peut pas répondre à toutes. Je vous engage à contacter les économistes dont les adresses e-mail sont présentes, hein, sont indiquées dans la publication. Si vous avez des questions subsidiaires ou ultérieures, n'hésitez pas à les contacter directement. Et donc, je pense que on peut peut-être clôturer ce webinaire. Effectivement, avec encore toujours des questions en suspens, notamment sur l'Afrique, mais sur l'ensemble des pays en développement, en cette sortie de crise qui est quand même à géométrie variable selon les continents, et donc une affaire à suivre. Donc je vous remercie tous et toutes d'avoir suivi ce webinaire, et merci pour cette participation. Et puis je vous donne rendez-vous en février ou mars pour le deuxième numéro du MacroDev Panorama semestriel. Merci beaucoup et à bientôt.